Bienvenue à tous. C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller. Fouillis, fouillis, fouillis. A-t-on déjà vu un mot qui ait autant de synonymes ? C'est exceptionnel tout de même de disposer de tellement de vocables différents. Le blé, le fric, l'oseille, la bif, la fraîche. Dans ces conditions, peut-on sérieusement imaginer que l'argent disparaisse un jour ? Comme toutes les inventions humaines, la thune, le pognon, le flouze, le caramel pourraient très bien devenir inutiles à l'avenir, mais c'est difficile à croire. L'argent liquide, ça oui, il est possible qu'il finisse par s'éteindre doucement. C'est presque déjà le cas en Suède, mais le pognon existera toujours. Il y aura encore des transactions dématérialisées. Remarquez, dans Star Trek, on se passe très bien de flouze. On en parlera à la fin de l'émission avec une grande spécialiste de Monsieur Spock. Non, le futur du pèse, du Grisby, des ronds, des pépettes, ce sera sans doute de nouveaux usages, à commencer par celui des monnaies locales et complémentaires. Elles se multiplient partout dans le monde, car il est temps de reconnecter le citoyen à son économie locale. Le futur de l'argent passera-t-il aussi par les bitcoins ? On va essayer de comprendre ce que va changer cette crypto-monnaie. Demain la veille s'attaque au nerf de la guerre. Votre avenir, vous le payez comptant ou à crédit ? Demain la veille, l'émission qui raconte le futur avec Dorothée Barba sur France Inter. Avec deux invités en studio pour parler pognon du futur. Bonjour Alexandre Stachenko. Bonjour. Cofondateur de Blockchain Partner, une société de conseil. Vous êtes spécialiste du Bitcoin et vous allez nous expliquer les enjeux de cette monnaie sans banque ni État, une monnaie sans intermédiaire. À vos côtés, Jean-François Faure, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Inter. Vous êtes le fondateur d'un groupe de réflexion baptisé Monnaie en transition. Avec vous, on va parler notamment des monnaies locales et complémentaires. Antoine Lanuzel est là également. Bonjour Antoine. Bonjour Dorothée. Rédacteur en chef de la revue Oui Demain, votre chronique dans quelques minutes sur la vie sans argent liquide. Et puis Jeanne Debatz, auteure de science-fiction, nous rejoindra tout à l'heure par téléphone pour évoquer Star Trek. Alors une question d'abord pour bien cerner l'importance de ce sujet. On dit souvent que c'est le nerf de la guerre. Pourtant l'argent au départ, ça sert à pacifier les échanges, Jean-François Faure. C'est un instrument de paix. Exactement, parce que le mot payer, l'étymologie, effectivement, vient d'un terme qui veut dire pacifier, faire la paix. Donc la logique de l'argent, de la monnaie, c'est de neutraliser un échange de manière à ce que chacune des parties se retrouve sur une transaction qui corresponde à ce qu'elle attendait. Donc vous avez vendu un service ou un bien et en échange vous attendez de recevoir quelque chose qui lui corresponde. Donc avant c'était du troc, mais le problème du troc c'est que si on vous échange un service contre des œufs ou du blé, eh bien le blé peut être mangé par les souris et les œufs peuvent être pourris. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on a inventé l'argent. Et au début, cet argent, ça pouvait être des petites pièces en or qui étaient frappées par un souverain ou des coquillages, du moment qu'on y reconnaissait en tout cas un bien commun, puisque la monnaie, c'est en fait une sorte de dette acceptée par la société en fait. Voilà, si l'argent c'est la paix, c'est un enjeu pour le futur très important évidemment. Évidemment, parce que il y a pas mal de théories économiques justement qui considèrent que c'est en faisant des interconnexions entre les économies qu'on va permettre justement d'éviter la guerre. Parce qu'à partir du moment où on a des intérêts dans un autre pays, on a beaucoup moins envie de lui faire la guerre. C'est d'ailleurs la raison principale de l'existence de l'Europe, c'est qu'on va interconnecter les économies, comme ça on a moins de raisons de se faire la guerre. Donc c'est un instrument de paix, mais c'est également, et vous l'avez très bien dit, c'est le nerf de la guerre au départ. J'ai un proverbe au Moyen-Âge, alors je ne sais plus qui le disait, mais c'était pour faire la guerre il faut trois choses, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Un petit coup d'œil dans le rétro, tenez, voici un son d'archives qui date de 1981. On peut utiliser cette carte, en quelque sorte, comme un chéquier électronique. Il vous suffira d'introduire la carte dans un lecteur approprié chez les commerçants pour effectuer les transactions. Et sur un écran, vous verrez s'afficher, en quelque sorte, la gestion de votre compte qui sera dans la mémoire de la carte. La deuxième possibilité d'utilisation de la mémoire de cette carte, c'est ce que j'appellerais le porte-monnaie électronique, où on vous créditera d'une somme de 10, 100 ou 1000 francs, et vous pourrez, tout à votre guise, l'utiliser soit pour les places de cinéma, soit encore, regardez bien, dans les stations-service directement à la pompe à essence. Vous pourrez également, par exemple, dans les cabines téléphoniques, régler directement vos
communication sans pièce de monnaie. Vous avez peut-être reconnu la voix de Michel Chevalet. C'est toujours assez frappant de se souvenir comment les choses qui nous paraissent aujourd'hui banales, évidentes, quotidiennes, pouvaient sembler futuristes il y a quelques années. La carte bleue en 81, c'était l'argent du futur, Jean-François Faure. Exactement, et aujourd'hui, on est dans ce futur, et aujourd'hui, plus de 90% des gens considèrent utiliser au quotidien la carte bancaire, alors qu'on descend aux alentours de 66% pour l'usage du cash, en fait. Donc aujourd'hui, on est dans ce futur. On est déjà demain. On est déjà demain. Est-ce que vous diriez, Alexandre Stachenko, que le Bitcoin, c'est le nouvel argent du futur ? Ça peut l'être. Alors, on aura sûrement l'occasion d'en rediscuter tout à l'heure. C'est pas, il faut vraiment l'envisager probablement plus comme une monnaie commune, comme une monnaie unique. C'est une monnaie qui va permettre de faire pas mal d'échanges, mais qui aujourd'hui a pas mal de contraintes. Je me vois pas demain payer mon café en Bitcoin. Donc, pour l'instant, il y a encore un plébiscite du cash sur les petits montants. Alors, il y a des sociétés, après, c'est culturel. En Allemagne, on préfère largement le cash encore. Il y a un biais culturel. En France, on commence à s'en détacher, mais on aime bien aussi le chèque en France. Donc, ça dépend des pays, mais effectivement, le Bitcoin, entre guillemets, arrive et sera probablement de plus en plus utilisé sur les paiements, peut-être d'abord à l'international d'ailleurs. Le futur, c'est souvent un argument très pratique dans la publicité aussi, pour preuve cette réclame qui date elle aussi des années 80. I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious... Qu'importe ce que le futur nous réserve, le futur choisit Carte Bleue Visa. Andromeda, extrait du nouvel album de Gorillaz sur France Inter. Programmation musicale signée Thierry Dupin. Nicolas Slimani est à la technique. On s'intéresse à l'avenir de l'argent. Émission parrainée par Picsou, évidemment. Nos futurs, le tien, le mien, demain la veille, sur France Inter. L'argent ne doit jamais croupir. Comme les vagues de l'océan, il doit rouler, circuler. Comme les courants de l'océan font la pluie et le beau temps, la circulation de l'argent contrôle toute l'économie. L'argent doit rester en mouvement. L'argent doit circuler, circuler de tous côtés. Circuler, circuler pour prospérer. Il faut le diriger de Et finalement, vous êtes d'accord avec Picsou, Jean-François Faure, vous l'ardent défenseur des monnaies locales et complémentaires. Vous avez créé, je le rappelle, un think tank baptisé Monnaie en transition. Il faut que l'argent circule, affirme Picsou. Voilà, c'est peut-être la seule chose sur laquelle je suis d'accord avec Picsou, mais effectivement, il avait tout compris. La richesse n'est pas générée par la valeur intrinsèque de la monnaie, c'est-à-dire que votre or, vos billets, vos dollars, etc., c'est pas ce qui valent intrinsèquement qui donne la richesse. C'est effectivement la circulation. Et plus la monnaie circule et circule vite, plus vous générez de richesse. Et vous pouvez tout à fait avoir cet argent qui reste au sein d'une communauté ou d'un groupe, qui n'en sort pas. Et c'est à ce moment-là, justement, que la génération de richesse s'opère. Alors, on a déjà parlé dans cette émission il y a quelques mois de la commune alsacienne d'Ungersheim où l'on peut payer en radis. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Il y aurait une quarantaine de monnaies de ce type en circulation en France. Le sol violette à Toulouse, le SCO dans le Pays Basque. À quoi ça sert ces monnaies, Jean-François Faure ? Alors, ce sont
des réinventions de systèmes qui avaient été testés dans les années 30, notamment en Allemagne, en Autriche et puis ensuite en France, dans des époques assez sinistrées où il y avait des crises, énormément de chômage. Et grâce à ces monnaies, donc sur le coup complémentaire et local, ça a permis notamment localement de recréer de la richesse, justement par cet effet de circulation qui était nécessairement fermé à une région, parce que globalement ces monnaies, on les acceptait dans une ville ou un village, et on les acceptait pas nécessairement dans le village d'à côté. Donc vous étiez obligé de faire travailler les employés locaux, aller dans le magasin de votre ville, etc. Donc c'est un petit peu le concept qu'on retrouve aujourd'hui avec l'émergence de ces monnaies complémentaires locales qui des fois se veulent aussi citoyennes. Perso, je pense qu'il faut pas non plus tout mélanger, tout embarquer, parce que si déjà la monnaie elle le fait bien, c'est déjà pas mal. En tout état de cause, l'idée voilà, c'est de réintroduire la richesse au sein d'une communauté, d'une localité, d'une zone géographique donnée, et de faire émerger le plus possible la richesse relative à ces industries, à ces boutiques, ces particuliers. On pourrait vous répondre, c'est un repli sur soi d'un autre âge. Alors, suivant comment c'est instrumentalisé, on pourrait effectivement dire ça. De notre côté, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a quand même certains enjeux, notamment au niveau de la COP 21, par exemple. Donc, la meilleure méthode, c'est peut-être déjà de s'approprier ça chez soi. Donc, localement, trouver des solutions pour mieux consommer, avoir des parcours écologiques ou éthiques plus en phase avec ce genre de logique. Et donc, la monnaie complémentaire locale va notamment baliser l'affectation. C'est-à-dire que vous allez être plus incité à aller acheter dans un magasin qui vend des produits bio ou une action sociale locale. Voilà, c'est un acte militant finalement de payer en gonette à Lyon ou en sol violette à Toulouse. En tant que consommateur, on n'a pas d'intérêt à le faire. Ça coûte pas moins cher, pour le dire concrètement, si on paye en sol violette. Voire même des fois un petit peu plus. Mais voilà, on fait appel justement à ce militantisme, au même titre que vous avez des gens qui sont militants et qui vont s'engager politiquement sans avoir rien du tout en retour. Et donc on en est effectivement dans ce niveau-là. Alors dites-moi si je me trompe, mais les monnaies locales comptent aujourd'hui 450 utilisateurs particuliers en moyenne. C'est franchement limité. Est-ce que ça en fait l'argent du futur ? Alors aujourd'hui, la problématique pour que ça en fasse l'argent du futur, c'est que tout simplement la boucle n'est pas bouclée. Et nous, chez le groupe de réflexion Monnaie en transition, on considère que tant que les collectivités locales, tant que l'État ne sont pas pleinement intégrés dans ce process, malheureusement, elles auront du mal à émerger. C'est-à-dire qu'on prend par exemple la première monnaie locale complémentaire qui est l'Eusko dans le Pays Basque et qui marche vraiment très bien. Et bien malgré tout, sur l'année 2016, c'est environ 400 000 € de flux, donc ce qui est finalement relativement peu. Et là, ce qui manque, c'est de pouvoir intégrer dans la boucle les collectivités locales pour que, je sais pas, telle maire puisse se verser une partie de son salaire en Eusko, qui puisse donner des bonus à ceux qui travaillent en mairie en Eusko, et que tout ça puisse irriguer le tissu local, et en l'inverse, après, qu'on puisse collecter des taxes d'habitation, taxes foncières. Et de ce soutien dépendra la pérennité de ces monnaies. Oui, exactement, parce qu'aujourd'hui, la boucle n'est pas bouclée. C'est-à-dire que si on observe le fonctionnement, vous avez une irrigation dans un sens, mais qui à un moment donné tombe sur un mur, et là, vous êtes obligé de retransformer la monnaie locale en grande partie en euros. Question importante à présent, aura-t-on encore de la ferraille dans nos poches dans 10, 20, 30, 40 ans ? Ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes madeleines, tout ce qui traîne. Attention, espèce en voie de disparition. On vous retrouve Antoine Lanuzel pour la chronique en partenariat avec la revue Oui Demain. Et on dresse le portrait d'un monde sans argent liquide. Est-ce que c'est un scénario crédible d'abord ? Pas avant quelques décennies, mais oui, c'est crédible. En France, un peu plus d'un paiement sur deux se fait encore en cash, mais la monnaie dans nos poches se tarit et c'est parti pour durer. D'ici 2020, son usage devrait encore chuter de 20%. En janvier, l'Europe a même étudié le scénario d'une disparition pure et simple du liquide dès 2018. Bon, c'était une simple étude d'impact. L'UE a même conclu que ce scénario n'était pas souhaitable, mais l'avenir de vivre cashless est dans l'air, et même au-delà, puisque dans un pays comme la Suède, vous l'avez dit, seuls 20% des achats se font encore en liquide. Et pourtant, le groupe ABBA, qui chantait monnaie, 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 était bien suédois. Notre portefeuille se virtualise, Antoine. Oui, on parle de moyens de paiement dématérialisés. En tête, on retrouve la carte bancaire, qui est utilisée en magasin, sur Internet. Mais la technologie qui grimpe, c'est le paiement sans contact, qui équipe déjà 2/3 des cartes.
et de plus en plus de smartphones. Car oui, votre futur portefeuille, c'est votre mobile. Et devinez qui on retrouve derrière ça? La Silicon Valley, évidemment. Lancé en 2014 aux États-Unis, le paiement d'Apple, Apple Pay, est arrivé en 2016 en France, où l'on attend maintenant son équivalent chez Google. Alors les banques françaises sont pour certaines partenaires de ces systèmes, ce qui ne les a pas empêchés de riposter en lançant leur propre appli. Elle s'appelle Paylib. Autre secteur d'avenir, le paiement entre particuliers, qui se retrouve de plus en plus intégré au quotidien, sur la messagerie de Facebook par exemple, où désormais on peut s'envoyer de l'argent en un clic. Bref, de quoi trouver bientôt un peu encombrante la bigaille dans nos poches. Alors la fin du liquide, ça pourrait bien sûr simplifier la vie, mais les intérêts vont bien au-delà. Oui, ça arrangerait d'abord les banques, à qui les espèces coûtent très cher en matière logistique. On parle de 3 milliards d'euros par an rien qu'en France, mais l'argument numéro 1 reste évidemment la sécurité. Car oui, si le liquide est parfait pour l'évasion fiscale, le crime et même le terrorisme, le paiement digital, lui, est traçable. C'est ce qu'a invoqué l'État en 2015 quand il a interdit le paiement en cash au-delà de 1 000 euros. Seulement voilà, le trafic n'a pas attendu pour s'adapter. Grâce à une crypto-monnaie comme Bitcoin, on en a parlé, qui échappe à toute autorité centrale, le commerce d'armes et de drogue se porte très bien sur cette partie cachée du web qu'on appelle le darknet. Et pour l'honnête citoyen, un monde sans pièces et sans billets, ça changerait quoi précisément? Plein de petites choses. 2700 ans d'utilisation de l'argent, forcément ça crée quelques habitudes. Alors le bon vieux bas de laine, par exemple, planqué sous le matelas, il va devenir quoi? Est-ce qu'il faudra se rabattre sur des lingots? Et la petite souris, quand elle viendra chercher une dent de lait, elle paiera comment? Sans contact? On pense aussi aux pompiers, aux facteurs, à qui on ne saurait trop conseiller d'investir dans un terminal mobile de paiement pour écouler leur calendrier. Et pour ceux qui craignent de plus pouvoir, par exemple, boulotter leur mars au distributeur, eh bien, rassurez-vous, la société Selecta, qui gère ces machines en France, a investi plusieurs millions pour migrer vers le sans contact. Enfin, et plus sérieusement, pour ceux qui n'ont pas accès à un compte bancaire, des solutions heureusement se développent. Exemple avec le compte Nickel, qui s'ouvre en quelques minutes dans un bureau de tabac. À l'origine, on parlait de banque sans banque, ce qui est un peu moins vrai aujourd'hui depuis que le nickel a été racheté par la BNP. Et récupéré donc par le système bancaire. Ne plus pouvoir acheter sans être tracé, ça pose un gros problème de vie privée quand même. Oui, de ce côté-là, c'est plutôt mal parti quand on regarde vers chez Google, qui en met à annoncer vouloir récolter l'historique des terminaux de paiement aux États-Unis. Histoire en fait d'améliorer son ciblage publicitaire. Mais avant de glisser nos dernières pièces dans le bocal de demain la veille, il faudra que la technologie devienne vraiment plus pratique en toutes circonstances. Et je vous assure que c'est pas encore le cas. Le week-end dernier, j'étais dans un festival de musique à Paris qui avait eu la bonne idée à la base de distribuer des cartes et des bracelets à puce pour payer au bar. Alors en gros, chacun avait son compte. On pouvait recharger sur le web ou sur une borne. Mais évidemment, le réseau 4G était saturé. Oui, on était 40 000. Les bornes étaient prises d'assaut et au comptoir, il fallait convaincre le serveur que si, on avait bien rechargé son compte alors que la machine annonçait crédit insuffisant. C'est là, en crevant de soif, sous 30 degrés, que je me suis demandé si le cash finalement n'avait pas un peu d'avenir. L'argent liquide portait bien son nom. Merci beaucoup Antoine Lanuzel, rédacteur en chef de Oui Demain. Alors cette disparition du liquide est-elle inéluctable, Alexandre Stachenko? Selon vous, la révolution numérique aura raison des espèces sonnantes et trébuchantes? Moi, je pense qu'il y a une tendance qui est entre guillemets inéluctable, en tout cas qui est là, c'est-à-dire effectivement la numérisation des espèces. Et on l'a rappelé dans cette chronique, il y a une foultitude de raisons qui permettent de dire que c'est une bonne chose d'aller numériser les espèces. On a parlé effectivement de praticité, on a parlé de problématiques de coûts, de problématiques de vol. Mais ça risque pas de marginaliser les plus pauvres? Eh bien, si justement, c'est là que je voulais en venir, c'est que si la tendance est là, aujourd'hui, la question elle est plutôt sur la manière d'y arriver. Donc le problème que ça pose, le problème fondamental, c'est celui de la vie privée, on l'a dit. Mais en découle de ce problème un autre problème fondamental, c'est que en fait, un petit peu insidieusement, il y a un nouveau paradigme qui se met en place, c'est-à-dire que l'argent liquide que j'ai entre guillemets dans mon bas de laine ou autre, c'est le mien. Il est sous mon oreiller, je sais qu'il est là, et à moins de casser ma porte, il est à moi. L'argent que je mets dans un compte en banque, est-ce que c'est réellement le mien? Non, c'est plutôt un argent qui est sur le serveur de la banque et je lui demande l'accès à cet argent-là. Et si on prend un exemple vraiment tout bête, ça parce qu'on a l'impression que c'est très loin, on se dit mais non, mais ça reste mon argent. Pas toujours. Je prends l'exemple de la crise chypriote, c'est exactement ce qui s'est passé. Les banques se sont servies dans les comptes. Exactement. On a trop de dettes, on n'arrive plus à payer. Tous les dépôts au-dessus de 100 000 euros, on va ponctionner dessus. Et là, les gens évidemment se disent mais c'est mon argent. Eh bien non, justement, vous avez numérisé, c'est dans le serveur de la banque. Et c'est pour ça qu'en fait, à mon sens, ce qui fait la valeur d'une monnaie, ou en tout cas de quelque chose de valeur, c'est surtout la confiance qu'on y met. Un système monétaire,
de base, j'ai envie de dire, c'est avant tout un système de confiance. On accepte l'euro parce que tout le monde sait que demain je pourrais le redonner à quelqu'un et ça me servira tout autant. La problématique sur laquelle le Bitcoin met le doigt, entre guillemets, c'est justement cette problématique de confiance. Parce que si on essaie de comprendre Bitcoin, bon, effectivement, c'est la monnaie virtuelle. Alors, si on va un peu rapidement, effectivement, c'est la monnaie des terroristes, de la drogue, etc. Mais il faut comme l'argent liquide, d'ailleurs. Voilà, c'est exactement ce que je dis. C'est pas parce qu'un terroriste va aller prendre l'autoroute qu'il faut fermer l'autoroute. Donc, c'est un peu l'outil qui sert effectivement à faire des choses. Et si j'allais un cran plus loin, mais on va pas parler blockchain tout de suite, le Bitcoin est une des monnaies les plus traçables du monde. Donc, c'est pas ça. Mais là où je voulais en venir, c'est que le Bitcoin, il faut comprendre son histoire avant de comprendre à quoi ça sert. Et son histoire, c'est une création en 2008-2009, pendant la crise financière et pendant la crise de confiance. On n'a plus confiance dans ces institutions-là, les institutions financières, etc., pour tenir son argent. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on invente un système pour faire de l'argent sans les banques. On va en reparler dans un instant. Un dernier mot sur cette disparition des espèces. Le problème que ça pose aussi, c'est que le boulanger à qui je paye ma baguette 1 euro, il ne touche pas vraiment 1 euro si je paye pas en liquide. C'est effectivement, c'est un autre problème qu'on peut mettre sur la table, c'est que si je donne 1 euro en liquide à mon boulanger ou à ma boulangère, il touche 1 euro. Si je lui paye en carte bancaire, par exemple, alors déjà, il faut qu'il reçoive son argent. C'est pas tout de suite. Généralement, il y a un petit 15, 30, 60 jours. Et surtout, en plus, ça ne rapporte pas 1 euro parce que au milieu, il y a la banque, il y a Visa, il y a Mastercard, etc., qui eux prennent une petite commission à chaque fois et puis on va toucher 0,98. On a quand même des frais fixes, des frais variables que touchent ces fameux intermédiaires dont Bitcoin veut se séparer. Et ceux que la disparition des espèces va aussi émouvoir, ce sont les psys, parce que payer sa séance en liquide, toucher l'argent pour ne pas oublier la valeur des séances apparemment, c'est très important pour de nombreux thérapeutes. Visite guidée de l'avenir avec Dorothée Barba sur France Inter. Je manque de temps. J'ai pas le temps de me demander comment c'est arrivé. Les choses sont ce qu'elles sont. Nous sommes génétiquement modifiés pour arrêter de vieillir à 25 ans. Le problème, c'est qu'on n'a ensuite qu'une seule année à vivre. À moins d'obtenir encore du temps. Le temps est devenu la monnaie d'échange. On en gagne et on en dépense. Les riches peuvent vivre éternellement. Quant aux autres, j'aimerais juste me réveiller un matin avec plus de temps devant moi qu'il n'y a d'heures dans une journée. Extrait de Time Out, un film d'Andrew Niccol avec Justin Timberlake dans un monde où le temps a donc remplacé l'argent et les gens doivent gagner du temps pour rester en vie. On va essayer d'éviter ce scénario-là. Le futur de l'argent qu'on évoque aujourd'hui passe notamment par les bitcoins. Vous êtes Alexandre Sachenko, je le rappelle, cofondateur de Blockchain Partner, une société de conseil spécialisée en bitcoin. Alors c'est le moment où je dois prévenir les auditeurs, hein, même pas peur, on va essayer d'expliquer comment ça marche le bitcoin. Ça passe par la blockchain qui est un registre qui permet d'effectuer des transactions sans intermédiaire. Exactement. J'ai tout bon ? Si on veut même aborder... Personne n'y comprend rien, vous confirmez, hein ? Si, justement, mais on va essayer de remédier à ça. Si on veut aborder Bitcoin et la blockchain d'un point de vue non technique, il faut vraiment comprendre ce que j'avais commencé tout à l'heure, c'est-à-dire l'origine de la chose, d'où ça vient et à quoi ça sert. Une fois qu'on a compris ça, finalement, tout roule un peu tout seul. Donc, pour rappel, Bitcoin, effectivement, est une sorte de réaction, en fait. Si on se place en 2008-2009, c'est la crise financière, c'est les faillites, c'est les banques qui avouent à demi-mot ne plus savoir elles-mêmes où va leur argent. Donc j'investis là, mais en fait, tellement un produit compliqué que je comprends même pas de ce que j'achète. Et donc la réaction qui est provoquée dans la société de manière générale, c'est mais elles font quoi ? Est-ce que je peux encore faire confiance à ces banques pour gérer mon argent, toutes ces institutions financières, etc. Et donc, à ce moment-là, effectivement, quand on part de ce constat-là, de se dire finalement, est-ce qu'on peut faire confiance à ces intermédiaires, ces tiers de confiance ? Eh bien, nécessairement, il y a des gens qui commencent à réfléchir et à se dire, j'ai envie de faire 100. Et donc, Bitcoin vient de là. C'est-à-dire, Bitcoin, c'est une réaction, c'est de dire, on va avoir envie de faire comme les banques, sans les banques. Donc, de faire des transactions. Et pour cela, eh bien, il faut faire finalement de l'argent en pair à pair. Alors le problème, c'est que techniquement de l'argent en pair à pair, ça fait des années qu'on se casse les dents dessus parce que quand on passe par le numérique, le principe même du numérique, c'est que l'information est copiable, duplicable à volonté. Donc si j'envoie le pair à pair, ça existe. Hein. Voilà, le peer-to-peer par exemple pour un film ou pour une chanson, si je l'envoie en peer-to-peer, j'ai encore la chanson sur mon ordinateur, la personne à qui je l'envoie là aussi. C'est une copie en fait. Voilà, c'est pas vraiment un envoi, c'est une copie. Là, il vaut mieux éviter que les 10 euros que je vire à quelqu'un soient encore sur mon compte. Il vaut mieux que ces 10 euros soient transférés. Sinon c'est plus le principe même de l'argent qui part un peu n'importe où. Et donc,
Bitcoin, finalement, a besoin, comme c'est un réseau pair à pair, de ne pas faire confiance à qui que ce soit. Et pour ça, on va s'appuyer sur un réseau décentralisé, un peu à la manière d'Internet, donc il n'y a pas de nœuds principaux. Mon ordinateur est connecté à Internet, il est égal à un autre ordinateur qui se connecte sur Internet. Bitcoin, c'est la même chose, mais pour l'argent. C'est-à-dire que, in fine, la manière dont ça fonctionne permet de faire de l'échange de valeurs en pair à pair. Et c'est là que c'était extrêmement important, c'est qu'on a trouvé une sorte de refuge. Et d'ailleurs, dans certains pays où on commence à un peu encore en plus à douter des gouvernements et autres, ça devient vraiment une valeur refuge. Donc les gens préfèrent acheter du Bitcoin que de l'or, par exemple. On a créé cette valeur refuge qui va permettre de devenir alors soit monnaie, soit valeur standard ou en tout cas de référence, et qui va permettre surtout de s'envoyer de l'argent sans faire confiance à qui que ce soit au milieu. Ça représente quelle proportion des échanges aujourd'hui dans le monde? Est-ce qu'on a une idée de ça? Pour l'instant, c'est vraiment pas grand-chose quand on compare à toutes les transactions qui se font dans n'importe quelle monnaie. Aujourd'hui, alors ce qu'on appelle la capitalisation totale des crypto-monnaies. Alors il y a Bitcoin, mais il y en a d'autres. On parlera probablement de l'Ether aussi, qui est une crypto-monnaie qui monte. Comme on dit, la capitalisation totale, c'est-à-dire que si on additionne toutes ces jetons de valeur et qu'on leur adosse leur équivalent monétaire en dollars, par exemple, on se retrouve autour de 100 milliards de dollars. Alors c'est en train de baisser en ce moment, on est plutôt autour de 95 milliards, mais bon, ça fluctue autour de ce chiffre-là. Donc finalement, rapporté... C'est étonnant à dire, mais c'est rien du tout. Exactement. Voilà. Rapporté au total du PIB mondial, par exemple, c'est vraiment rien du tout. Mais quand on se dit que, par exemple, il y a 5 mois, 4 mois, on était plutôt autour de 10 milliards, on sent qu'on a fait x10 quand même en quelques mois. Donc effectivement, il y a une tendance qui est là dans l'utilisation de ces crypto-monnaies. Spéculation, transaction. Pour l'instant, les chiffres n'existent pas, ou en tout cas, on l'a dit tout à l'heure, comme c'est pseudonyme, alors c'est pas anonyme, mais c'est pseudonyme, on n'arrive pas toujours à savoir quelle est l'utilisation qui est faite de ces bitcoins. Donc est-ce que c'est pour vraiment acheter des services et des biens? On ne sait pas. Est-ce que c'est pour spéculer? Est-ce que c'est pour une réserve de valeur? Chacun en fait ce qu'il veut de ces bitcoins. Et finalement, c'est ça qui justement est la plus-value de Bitcoin, c'est qu'on n'a pas besoin de demander l'autorisation. On entend souvent que le Bitcoin, c'est de l'argent liquide numérique. Exactement. Ça ressemble à un non-sens. En théorie, l'argent, il est soit liquide, soit dématérialisé. C'est comme ça qu'a été présenté le Bitcoin par son créateur, dont on ignore toujours l'identité d'ailleurs. Beaucoup de mystères autour de ce monsieur-là. Ça fait partie du mythe de Bitcoin, c'est que le ou les ou la créateur, créatrice de Bitcoin est toujours inconnu. Japonais. Alors, c'est un pseudonyme japonais, Satoshi Nakamoto, mais on ne sait toujours pas qui il y a derrière. Eh ben, effectivement, le jour où il a publié son papier décrivant Bitcoin, c'était décrit comme un système de cash liquide numérique. Donc de cash numérique plutôt. Et effectivement, c'est parce que ça apprend pas mal de propriétés du cash tout en le numérisant. Donc on peut faire des échanges pair à pair, parce que quand je vous donne un billet, il n'y a pas de banque au milieu qui vient prendre la moitié du billet. C'est instantané, vous avez tout de suite le billet. C'est anonyme, entre guillemets, ou pseudonyme. En tout cas, quand je fais l'échange, vous l'avez, mais personne n'est au courant de cette transaction, personne ne sait que c'est vous, que c'est moi. Bah, Bitcoin, c'est un peu la même chose. L'échange est, alors sur Bitcoin, c'est pas instantané, mais c'est 10 minutes. Là où c'est l'avantage du numérique, c'est qu'on peut le faire à l'international, donc je peux le faire tout de suite, j'ai pas besoin d'avoir la présence physique d'une personne devant moi. Je peux envoyer de l'argent à Kuala Lumpur en 10 minutes et sans passer par la banque. C'est ça l'intérêt. Jean-François Faure, je rappelle que vous êtes le fondateur d'un think tank sur les monnaies locales, monnaies en transition. Vous n'y croyez pas tellement, je crois, au Bitcoin. Alors, le Bitcoin, les fondamentaux techniques, à titre personnel, j'en suis plutôt fan. La problématique, c'est ensuite ce que l'on en fait et comment ça peut être potentiellement détourné. Donc c'est évidemment émergent, mais moi je considère que c'est une monnaie qui est potentiellement malade et qui peut mourir en fait de son fonctionnement tel qu'il est opéré aujourd'hui. C'est une bulle, vous diriez ? Personnellement, pour moi, c'est une bulle un peu du même niveau que la bulle de la crise des tulipes au XVIIe siècle. C'est-à-dire que on est sur quelque chose qui intrinsèquement n'a pas nécessairement une valeur, je dirais, reconnue ou acceptée, et qui est en train de gonfler de manière assez phénoménale, et donc qui en tout cas n'a pas prouvé sur la durée une valeur stable. L'or, par exemple, ça fait 6000 ans qu'à peu de choses près, c'est la même valeur. Donc là, on peut considérer qu'il y a une stabilité. Le Bitcoin existe depuis 2008-2009. Sa stabilité, il la créera dans le futur s'il arrive à survivre aux vraies problématiques qu'il y a aujourd'hui, qui sont à la fois des problématiques d'usage, des problématiques techniques, parce que les personnes qui font en sorte que le système Bitcoin fonctionne aujourd'hui ne sont même pas d'accord entre elles, et seraient prêtes à faire 2 Bitcoins pour arriver à flatter leurs égos personnels. Donc 2 Bitcoins, ça veut dire plus de Bitcoin du tout. Donc voilà, le problème il est là, sans parler des mauvaises presses qui se font autour du Bitcoin. Et c'est vrai que le Bitcoin, sur le coup, n'est pas plus mauvais que le cash par rapport à son usage dans l'économie parallèle. Et pour autant, c'est de ça dont on parle, parce que tout simplement, il n'y a pas de directeur marketing du Bitcoin qui est là pour défendre. Je pense que cette monnaie, on lui fait beaucoup de procès
procès, notamment dans son utilisation. Je pense que c'est tout simplement aujourd'hui parce qu'on ne l'a pas encore assez regardé. On dit souvent c'est utilisé par les terroristes. Moi, je note que terroristes de Charlie Hebdo se finançaient en crédit tout simple, que c'est pas des bitcoins, voilà, dans la plupart des cas, quand on échange de la drogue, ça passe par une mallette de billets, tout à fait classique. Donc on fait beaucoup de procès, mais sans rentrer dans les détails techniques, le principe même de Bitcoin, c'est que la monnaie est traçable. Et donc, si vraiment l'État décide de regarder, on peut tracer. Allez, il va être question à nouveau de la blockchain, la technologie utilisée par le Bitcoin. Le festival Futur en scène avait lieu à Paris la semaine dernière sous la grande halle de la Villette. Évidemment, on ne devait pas rater ça. Notre reporter Léa Minot vous y emmène. Excusez-moi, si je vous dis blockchain, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non, pas du tout. Un quartier aux États-Unis. C'est un rappeur. Pas du tout. Start-up. Pas du tout. Cryptographie, partage de données. Non plus. Enrichissement, oui. Anticorruption. C'est quoi ? C'est de la monnaie intraçable. Sécurité, confiance. Ah ouais, vous êtes vachement optimiste, vous. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, la blockchain. Aujourd'hui, on parle de blockchain lorsqu'on parle de transactions financières, mais qui sait, demain, sur de l'immobilier, sur de la sécurisation, de n'importe quel type d'échange, la blockchain pourrait être là. Sur le vote ? Sur la question du vote, c'est un peu plus compliqué, je pense. Alors justement, on va poser la question à Augustin de Maintenon et à Clément Jeannot de Blockchain France, qui sont juste là, juste en face d'un type qui se balade dans l'espace avec des lunettes de réalité virtuelle. Bonjour. Bonjour. Et donc ils ont sous les yeux juste un ordinateur et a priori, ça suffit pour voter. Exactement. Et il y a un pays, l'Australie, qui va expérimenter le vote en ligne pour la première fois sur la blockchain, sachant que l'Estonie fonctionne déjà avec le vote en ligne. C'est un pays pionnier en la matière. Il est 10h du matin et il y a déjà beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a un petit endroit où on peut aller s'isoler pour en discuter ? Oui, complètement. Ah bah voilà, là on est au calme. Donc vous avez un ordinateur sur les genoux. Il y a marqué quoi ? Simple Vote, une application de démonstration de vote pour expérimenter la blockchain. Eh ben on y va, c'est parti, clique sur le bouton vert. Hop. Donc là on imagine qu'on est dans une entreprise en quelle année ? Là ça pourrait être en 2017. Et on veut élire les délégués du personnel. Voilà. Donc il y a un monsieur A, un monsieur B et un monsieur C, et il n'y a pas de madame. Par contre, ça, dans le futur, il n'y a pas de madame. Alors là, on peut mettre une description du vote, on peut même mettre les programmes qu'on veut élire. Durée, c'est quoi ? C'est la durée maximale du vote. C'est-à-dire, si je mets 12 heures, dans 12 heures, plus personne ne pourra voter. Et on aura les résultats instantanément, dès la fin du vote. Voilà, donc là, on va créer le vote. Ça va créer ce qu'on appelle un smart contract sur la blockchain. C'est un programme informatique qui va régir les conditions du vote. Donc par exemple, le smart contract sera codé dedans qu'on ne peut pas voter 2 fois, que seules les adresses qui ont été rentrées peuvent voter, etc. Et une fois que c'est dessus, ça devient incorruptible. Et est-ce qu'on aurait eu le même genre d'élection, par exemple aux États-Unis, avec Trump et éventuellement la Russie qui s'en est mêlée s'il y avait eu la blockchain ? Si oui, il y a eu des agissements à ce moment-là en termes de cybersécurité. La blockchain, justement, permet un vote qui est non piratable. 1, parce que le vote et les actions en elles-mêmes numériques sont incorruptibles. Et 2, parce que c'est transparent. Tout le monde peut voir ce qui s'est passé. Alors il ne s'agit pas de voir pour qui a voté chacun, mais il s'agit de s'assurer que personne n'a pu manipuler le scrutin. Donc là, on va recevoir une invitation à voter sur notre adresse email. Les emails existeront toujours ? Je pense, oui. Mais quand on va voter, on est seul dans l'isoloir. Quand on vote devant son ordinateur, comment est-ce que je peux m'assurer que la personne vote sans qu'il y ait quelqu'un qui lui mette un flingue sur la tempe en disant tu vas voter pour ça ? Effectivement, c'est la grande limite du vote en ligne pour le moment. Et ça, c'est pas une technologie qui pourra régler le problème. L'avantage, c'est que ça permet pas de dépouillement. Moi, dans mon village, par exemple, dans les Yvelines, ils ont de plus en plus de mal à trouver des gens pour dépouiller. Est-ce qu'il y aura assez de jeunes pour vouloir passer du temps à dépouiller ? Honnêtement, la question se pose. Vous y êtes pas allé, vous ? Moi, je pouvais pas. Je les ferai avec plaisir les prochaines fois, en espérant que le vote en ligne se développe pour des élections futures. Donc là, j'ai le mail des résultats. Ouais. Donc il y a 50% pour monsieur A, 50% pour monsieur B. Et là, il me donne ce qu'on appelle une preuve de vote. Un hash, c'est une taille de 32 bits. Alors c'est 0x812 E55D, etc., etc., etc. Donc ça, en fait, c'est le numéro de la transaction qu'on va pouvoir aller vérifier sur ce qu'on appelle un blockchain explorer. Vous comprenez que c'est vachement difficile à comprendre quand même. Oui. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que tout ça, c'est très technique, très abstrait, mais en réalité, l'idée, c'est de développer des interfaces sans même savoir que c'est la blockchain, de la même façon qu'aujourd'hui, on utilise Facebook, sans savoir que derrière, c'est le protocole TCP/IP. Ce que vous voulez dire, là, c'est qu'on a juste accès, en fait, aux arcanes de quelque chose qu'on n'aura pas à comprendre plus tard, quoi. Exactement. Je trouve ça fascinant et passionnant, parce qu'on est justement au tout début. C'est un peu 1995 par rapport à Internet, si vous voulez.
Et c'est une période inédite, unique, qu'on ne revivra jamais. Là, c'est fini, là ? Ouais, c'est fini. C'est fini, on a voté. On a voté. On salue l'enthousiasme de votre collègue Alexandre Tchatchenko, reportage au Salon Futur en Seine, c'était la semaine dernière à Paris. Alors c'est une pratique déjà très répandue, le vote par Internet. Figurez-vous que nous, en ce moment à Radio France, on vote pour nos représentants du personnel et ça passe pas par la blockchain. Est-ce que vous me dites que le vote est facile à falsifier ? Alors je ne dis pas que le vote est facile à falsifier, mais en gros, la problématique effectivement du vote en ligne qui devrait normalement exister, on devrait l'avoir partout depuis très très longtemps, on comprend pas, on sait faire plein de choses avec Internet et on sait pas voter. Il y a une raison toute bête, en fait, par exemple, si on prend des élections nationales, il y aura nécessairement un fournisseur de vote, ou en tout cas un prestataire qui ferait ce vote en ligne si on passe par une Internet classique. Donc une société privée qui aura toutes les infos. Et cette société privée, elle a une sorte de boîte noire, c'est-à-dire que quand vous votez, eh bien, vous lui faites confiance. Elle va vous ressortir le résultat du vote, mais elle ne vous montrera pas qui a voté quoi, est-ce que vous avez vraiment voté qu'une fois, s'il n'y a pas quelqu'un qui est revenu au milieu pour changer le vote. Et donc typiquement, si on veut le faire dans une élection nationale, dire la boîte noire c'est le gouvernement, ça peut poser des problèmes. On peut se dire ils vont truquer l'élection et donc finalement ça ne se fait pas. Ce que apporte la blockchain, c'est justement de dire cette boîte noire, on l'ouvre, on montre où vont les votes, encore une fois en cachant les identités, etc. Mais de dire on ne touchera pas. Et puisqu'on élit aujourd'hui nos députés, Jean-François Faure, la question est de savoir si le vote par Internet va concerner demain les élections nationales. Et ça rejoint aussi finalement la question de l'argent qui nous occupe aujourd'hui parce qu'il y a de quoi devenir nostalgique. On pourra être demain nostalgique de l'isoloir comme de la tirelire finalement. Bah, écoutez, limite ça fera le bonheur des collectionneurs et des numismates et donc peut-être de la monnaie de Paris, sachant qu'aujourd'hui d'ailleurs la monnaie de Paris gagne en créant notre monnaie, puisque par exemple sur une pièce de 2 euros, je crois qu'il coûte une vingtaine de centimes, elle vous la vend entre guillemets 2 euros. Donc c'est un droit de seigneurage qui ramène, je pense de mémoire à l'année à peu près 100 millions d'euros à l'État français. Donc vous serez pas nostalgique de la fin des espèces, vous ? On sera nostalgique d'une éventuelle fin de liberté. C'est-à-dire que si par exemple vous n'avez plus le droit d'aller acheter un gâteau au chocolat sans que nécessairement votre conjoint le sache, ça peut être un petit peu compliqué. Et donc entre le fait d'être fliqué ou d'être totalement libre, je pense qu'il y a un intermédiaire qu'il est bon peut-être de trouver ou de préserver, et peut-être que là il est peut-être important peut-être d'inventer à ce moment-là un outil ou une monnaie électronique qui pour autant permette de conserver une liberté ou à minima qu'on puisse être certain d'être dans une certaine confidentialité. Et ça reste à inventer, ça. Et ça reste à inventer parce qu'aujourd'hui on n'est pas tout à fait là-dedans. Premièrement, comme le disait Alexandre, on n'est pas du tout sur un total anonymat sur le Bitcoin. En fait, on peut totalement retrouver des émetteurs de Bitcoin. Combien ça coûte ce genre de truc ? L'économie dans le futur est quelque peu différente. Il n'y a plus d'argent qui court au XXIe siècle. Il n'y a pas d'argent ? Alors vous n'êtes pas payé pour ce que vous faites ? Ce n'est plus l'acquisition de richesses qui est la ligne de conduite justifiant notre vie. Nous travaillons à l'amélioration de soi et du reste de l'humanité. Décidément, on en revient toujours à Star Trek. Il faudrait compter d'ailleurs combien de fois depuis le début de la saison, dans cette émission qui imagine le futur, on a évoqué la vie quotidienne chez le capitaine Kirk. Et il est impossible de ne pas en parler aujourd'hui car l'argent, en effet, n'existe plus dans cette société futuriste. On est en ligne avec une encyclopédie vivante de Star Trek. Bonjour Jeanne de Batz. Bonjour, vous exagérez un peu. Mais Expliquez-nous, vous avez tout vu. Expliquez-nous s'il vous plaît, comment s'en sort-on sans argent dans Star Trek ? Alors, on s'en sort sans argent dans Star Trek parce que l'économie a cessé d'être fondée sur la monnaie pour être fondée sur l'énergie, en fait. Énergie qui est dispensée par les réplicateurs matière-antimatière qui permettent d'avoir absolument tout ce dont on rêve. Si vous voulez être habillé de foie gras, façon Lady Gaga, vous pouvez. Si vous voulez mettre des perles dans votre champagne, vous pouvez également. Ce sont des choses absolument accessibles à tous. Il n'y a plus de rareté, en fait. Non, ça n'existe plus. C'est une société post-pénurie. C'est une utopie. Sauf que c'est plus compliqué que ça parce que la Fédération n'est qu'un des mondes de Star Trek, en fait. Et elle se frotte à d'autres mondes qui ont, eux, un rapport encore avec l'argent, comme par exemple dans Deep Space Nine, les Ferengi, qui sont une espèce futuriste de capitaliste, mais un capitalisme soft.
En fait, chez les Ferenczi, on a affaire à ce que serait le capitalisme s'il était parfait, s'il était fondé sur la réalisation de l'être humain. Mais dans la fédération, en fait, le fait de ne pas avoir d'argent mène chaque individu de la fédération à trouver une autre façon de se valoriser que d'amasser des richesses. Voilà, ce ne sont pas les plus riches qui sont les mieux valorisés dans cette société. Est-ce que le troc existe quand même dans Star Trek ? Absolument, mais à la marge, avec les autres civilisations. Ce qui est intéressant en fait dans Star Trek, c'est que comme tout est automatisé, l'individu n'a plus qu'à se réaliser lui-même, soit en termes artistiques par exemple, en termes de créativité, soit en se mettant au service de l'humanité et de la fédération. Donc en fait, on essaye de s'attirer une espèce de capital sympathie, un peu comme sur Instagram, vous voyez. Ça pourrait être ce que sera notre monde plus tard, lorsque les robots nous auront pris tous nos travaux. D'accord. Alors finalement, Star Trek peut nous servir de laboratoire sur ce sujet. Est-ce qu'on est plus heureux dans un monde sans argent, Jeanne de Batz ? Dans Star Trek, c'est assez évident, on l'est, puisque les gens deviennent eux-mêmes, en fait, puisqu'ils ne sont plus freinés par des considérations tout simplement pratiques. Où est-ce que je vais dormir ? Qu'est-ce que je vais mettre ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Non, là, qu'est-ce que je vais devenir ? Ça va être plutôt comment est-ce que je vais me réaliser ? Voilà. Merci beaucoup, Jeanne de Batz. Je recommande aux auditeurs le livre que vous avez écrit avec Olivier Cotte, un match au sommet entre les grandes sagas de science-fiction, Dark Vador contre Monsieur Spock. C'est le titre du livre aux éditions Duno. D'ailleurs, il y a de l'argent dans Star Wars ou pas ? Dans Star Wars, il y en a plein. Il y en a plein. Ça fait un bon équilibre. Il y a même des mafias terribles dans Star Wars. Merci beaucoup et à très bientôt dans Demain la veille. On a parlé pas mal de la disparition des espèces qui est annoncée pour les décennies à venir. Il faut quand même rappeler que la moitié de l'humanité n'a pas de compte en banque. Exactement. C'est quelque chose peut-être sur lequel on n'a pas assez insisté, mais quand on parle de disparition des espèces, on parle d'exclusion de facto d'une bonne partie de la population mondiale, parce que bon, ça fait pas tilt quand on parle du monde. Et là, on est loin de l'utopie pour occidental, parce que on est autour de 5% de gens qui ne sont pas bancarisés, parce qu'il y a souvent des obligations légales. Pour être payé, il faut avoir un compte, ce genre de choses. Quand on prend l'échelle du monde, on est déjà au-dessus de 50% des adultes qui n'ont pas de compte en banque, qui ne peuvent pas se financiariser. Et ça, c'est un énorme problème, parce qu'aujourd'hui, cette économie, elle tourne comment ? Elle tourne au cash. Le jour où on enlève ce cash de la circulation, c'est toutes ces personnes-là auxquelles on enlève tout moyen de paiement. Et ça, finalement, c'est quelque chose... Alors, on le rappelle, on disait tout à l'heure, les paiements mobiles étaient le futur, finalement, du paiement. Et les pays en développement, entre guillemets, en tout cas ceux qui y vivent, l'ont bien compris. Et s'il y a bien un pays qui paye plus en mobile que la Suède, qui est hyper avancé, c'est le Kenya. C'est des pays en développement. Qui sont passés directement des espèces au paiement par téléphone. Ils ont refait la même chose que sur les téléphones, où ils sont passés directement au smartphone. Et là, ils passent directement au paiement mobile. Sans passer par la carte bleue. Sans passer par la carte bleue. Jean-François Faure, on le disait, les monnaies locales et complémentaires que vous soutenez sont un enjeu d'avenir pour éviter la spéculation, notamment. Est-ce qu'il y a un dernier exemple que vous voudriez évoquer ? Oui, tout à fait. Alors, là, on parlait de Star Trek et de la réalisation personnelle. Donc, il existe des monnaies dans le monde qui permettent justement de valoriser la réalisation personnelle, et on pourrait en parler pendant des heures. Et là, je vais parler d'une monnaie qui, elle, est plus dans la réalisation d'un projet. Et je vais parler en fait du Kurichiba, donc qui est une monnaie qui a été inventée à la fin des années 70-80 par un architecte qui était le maire de la ville de Curitiba. Et lui, au Brésil. Et lui, sa problématique, c'était de régler deux problèmes, qui étaient déjà un problème de tri des déchets. Et une problématique au niveau du transport, puisque les transports étaient engorgés. Et en fait, ce qu'il a trouvé comme formule, c'est de récompenser de 1 kilo de fruits ou légumes ceux qui ramenaient 5 kilos d'ordures, triés, valorisés, etc. Et ça a très très bien marché. Et même à partir du moment où il a ensuite proposé, contre ces 5 kilos de déchets, de vous proposer un jeton vous permettant d'utiliser les transports en commun. Et à ce moment-là, en fait, il a réglé deux problèmes. Donc le tri des déchets qui était opéré par la population et le transport qui devenait affecté au bus. Et donc les économies globales ont permis d'enrichir la ville pendant des années, et c'est resté pendant une vingtaine d'années un vrai modèle. Voilà, grâce aux monnaies locales, un futur souhaitable. Tout à fait. Alors il y a une question que je pose chaque semaine à des écrivains dans cette émission. Ce sera comment quand on sera grand ? On s'appuie sur l'imagination des auteurs pour imaginer le futur, et c'est au tour de Catherine Dufour, auteure de science-fiction, de se prêter au jeu. Demain la veille, avec Dorothée Barba. Raconte-moi le futur. Bonjour Catherine Dufour. Bonjour à vous. Le monde aura-t-il changé à votre avis quand on sera grand ? Oui, quand on sera grand, le monde va continuer à changer, à mon avis, sur la trajectoire qu'il a prise pour le moment. Il y aura probablement d'ici 2050 des ruptures.
Et ces ruptures sont peut-être pas forcément tragiques. Moi, je crois beaucoup à l'émergence, celle qu'on la voit, de la vie civile, avec des gens qui se bougent pour faire émerger toujours plus de dépollution, toujours plus de progrès social, toujours plus d'égalité. Alors, il y aura peut-être d'ici 2050, quand on sera grand, tous et moi, je serai probablement vraiment très vieille, d'autres ruptures qu'on peut entrevoir. Une des premières ruptures qui peut arriver, et alors là, moi, je la trouve beaucoup moins rigolote, en tout cas beaucoup moins passionnante et beaucoup plus terrifiante, c'est la fin de la mortalité. Vous savez que Google a monté une boîte nommée Calico qui œuvre dans le plus grand secret à la destruction de la mort. Alors il ne faut pas rêver, ça ne sera pas pour rendre les gens immortels, ça sera pour rendre les riches immortels. C'est-à-dire que tous les gens qui sont actuellement au pouvoir risquent d'y être encore dans 100 ans, 200 ans, 300 ans. Et là, c'est une catastrophe, on le sait déjà, puisque à partir du moment où il y a au pouvoir une grille de lecture très vieille, comme les religions, comme les mafias, c'est toujours une catastrophe. Oui, imaginez Louis XIV au pouvoir. Qu'est-ce qu'il pourrait comprendre au mariage pour tous? Qu'est-ce qu'il pourrait comprendre? Je pense qu'il dirait, mais cramez-moi tout ça. Et là, on lui dirait, mais on peut pas, monsieur, ça va polluer. Donc là, il y aurait un véritable décalage, voilà. La vie a-t-elle encore un intérêt si on ne meurt jamais, Catherine Dufour? Eh bien, pour répondre à ça, il y a toute une bibliothèque de gens qui se sont penchés sur la question qu'est-ce que ça ferait de vivre si jamais on ne devait pas mourir? On pense qu'on aurait de réelles perturbations psychologiques. Donc, je pense qu'on sombrerait tout simplement dans la folie. La science commence à courir même plus vite que notre imagination et on va probablement avoir de plus en plus de mal à suivre. À un moment, je me suis dit, mais non, tu penses comme ça parce que maintenant, tu as 50 ans. Quand on commence à vieillir, on a tendance à trouver que tout va plus vite et que le ciel est moins bleu. Et donc j'ai demandé à des gens qui ont 15 ans de moins que moi, et il y en a un qui m'a dit oui, la science-fiction est bien en train de se prendre le mur du réel dans la face. Nous n'arrivons plus à aller courir aussi vite que notre imagination, que l'imagination de nos scientifiques. Et donc on flippe. Et donc je me suis dit, c'est pas que moi, c'est pas que mon âge, je ne suis pas toute seule. Je vous recommande la nouvelle de Catherine Dufour dans un ouvrage consacré au futur du travail intitulé Au bal des actifs, demain le travail, livre collectif dans lequel vous lirez aussi Alain Damasio, le grand nom de la littérature SF française. C'est aux éditions La Volte. Allez, place à notre inventaire avant disparition. Avant de quitter le studio, nos invités doivent déposer quelque chose dans le bocal. On y met tout ce qui va disparaître dans le futur. Alors j'ai bien compris que l'argent liquide était menacé. Je me permets donc de glisser une pièce de 2 €. Et vous, Jean-François Faure, que déposez-vous dans le bocal? Moi je mets un bitcoin parce que je pense qu'il va être interdit. Le Bitcoin a un problème aussi sur le plan écologique et le Bitcoin peut tout simplement exploser du fait de son système de gouvernance qui est aujourd'hui un petit peu sur la sellette parce qu'ils ne savent pas comment s'entendre pour son avenir. C'est de la provocation parce qu'Alexandre Stachenko ne peut pas répondre. Ouais. On n'a plus le temps. Qu'est-ce que vous déposez à votre tour dans le bocal? Moi je vais être un peu audacieux et j'y mets un humain. Ah. Alors effectivement, pourquoi? Parce que c'est peut-être un débat, à mon avis, qu'on n'a pas encore assez dans le débat public, et celui du trans et du post-humanisme. Aujourd'hui, on a la possibilité de changer les humains, de les améliorer, parfois même de les choisir, de faire. Alors, dans une autre émission, j'ai vu qu'on parlait de CRISPR-Cas9, ce genre de choses. Est-ce que dans le futur, on aura toujours les humains? Ou en tout cas des humains naturels. Les humains bio, non génétiquement modifiés. En tout cas, il faut quelque chose sur que je défends. Il faut, à la manière de ce qu'on a fait pour la médecine, où on a fait de la bioéthique. Aujourd'hui, je pense qu'il manque une technoéthique. On sait faire plein de choses avec la technique. Maintenant, il faudrait se poser 30 secondes et se dire est-ce qu'on a envie de les faire? Alors, une pièce de 2 €, un bitcoin et un humain non génétiquement modifié, des reliques qui sont donc placées sous cloche. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous souhaite une très belle soirée sur France Inter. La semaine prochaine, Demain la veille prend son envol. Je reçois Bertrand Piccard, le pilote de Solaris.